Bonjour Monsieur Benedetti, Bonjour. vous sortez du tribunal de Paris. Nous sommes le 2 décembre 2022. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes poursuivi? Alors aujourd'hui, c'était pour l'affaire avec le Proche quotidien, en fait le quotidien, parce qu'on dit petit quotidien, c'est bien viral, mais c'était suite à l'altercation que nous avions eue avec leur équipe, là, l'équipe de Barthès, sur une manifestation contre, je ne sais plus si c'était la GPA ou la PMA je crois, voilà, où une caméra avait été détériorée, un micro cassé, une caméra détériorée. D'accord. Il y a aussi deux autres affaires en cours. Une où le procès a eu lieu la semaine dernière et une autre encore en mi-décembre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors la semaine dernière, c'était un article de Jeunes Nations sur le chiffre magique des 6 millions, où j'étais accusé de, enfin j'étais poursuivi de crimes contre l'humanité, apologie de crimes contre l'humanité. En fait, l'article ne se déterminait pas sur les affaires du révisionnisme et la façon dont les Juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais essentiellement sur le chiffre des 6 millions. Et on soulevait deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'étude de référence qui détermine un nombre précis des victimes juives pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque ça va d'une étude de la Croix-Rouge qui indiquait autour de 270 000 morts jusqu'à 9 millions en passant par tous les chiffres. Donc le chiffre le plus communément retenu c'est 6 millions, mais il ne s'appuie sur aucune étude historique définitive. C'est la première chose que vous remarquez dans l'article. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ce chiffre de 6 millions est une forme de chiffre magique pour la communauté juive, puisqu'on le retrouve à la fois dans le Talmud, la Torah, et par exemple, la communauté juive se plaignait d'avoir 6 millions de morts en Russie sous l'empire des tsars. Et j'avais relevé donc au procès, j'avais indiqué qu'un numéro de la LICA, l'ancêtre de la LICRA, qui avait paru en 1943 à Alger, eh bien, donnait déjà ce chiffre de 6 millions. Donc c'est simplement un article qui relève ces deux choses. Un, qu'il n'y a pas d'études précises quant au nombre de morts, et deux, que ce chiffre est un chiffre magique et qu'il n'est pas là par hasard. Voilà. Donc le parquet a demandé 3 mois de prison ferme contre moi, et le délibéré sera rendu le 23 janvier, je crois, le 23 ou 24 janvier de l'année prochaine. D'accord. Et pour l'autre affaire qui aura lieu courant décembre? Alors courant décembre, j'ai deux affaires, deux articles de Jeunes Nations, un sur Israël, enfin l'entité sioniste qui est le paradis des escrocs juifs. Et puis je cherche le regard de mon avocat parce que j'ai une autre affaire, le 14. Il y a l'histoire de l'entité sioniste qui est le paradis des escrocs juifs. Et puis l'autre affaire, c'est quoi? C'est une autre affaire sur Jeunes Nations. Ouais, un article de Jeunes Nations dénonçant l'immigration, je crois. Mais j'ai demandé le report de ces deux procès parce que j'ai un voyage à l'étranger. Donc on va voir ce que ça va donner. D'accord. Et pour l'affaire d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les faits précisément qui vous sont reprochés? Les faits sont simples. Hein. Vous savez comment fonctionne cette équipe de Barthès, là, du quotidien, ce sont des journalopes, hein. C'est pas du journalisme, hein, c'est du fond de poubelle. Donc ils vont dans des manifestations de défense de la famille pour faire de la provocation, notamment avec des drapeaux LGBT. Donc soit ils repèrent le drapeau LGBT à un balcon, soit ils fomentent une provocation en donnant un drapeau LGBT à installer, avec des complices sur le trajet de la manifestation, et ils essayent de buzzer autour de ça et autour de la réaction bien prévisible de certains manifestants. Donc c'est ce qui s'est passé ce jour-là, et pour contrer leur manip, eh bien, j'ai un petit peu fait le clown, et puis j'ai commencé à dérégler tous les réglages de son de leur technicien, puisqu'il avait dans une ceinture ses appareils, et donc ça ne lui a pas plu, il a commencé à m'agresser. J'ai été agressé par un micro, donc quand je suis agressé, je me défends.
Et j'ai cassé le micro. Après, il y a eu un mouvement de foule. Le caméraman a reculé, a tapé dans le trottoir, il est tombé sur les fesses et la caméra est tombée par terre. Et puis, je ne sais pas, il y en a qui... On n'était pas en Coupe du Monde de football à l'époque, mais certains se sont un petit peu défoulés sur la caméra, paraît-il. Voilà, donc nous étions jugés pour ça. Moi, j'ai reconnu ce qui m'imputait, c'est-à-dire que je suis à l'origine des faits, que j'ai voulu perturber le bon déroulement de leur reportage et que, en effet, j'ai détruit des micros. Voilà. Après, pour le reste, donc, eh bien, on a eu le jugement. Hein, pour le coup, là, la justice a été rapide. Et donc, nous sommes tous les trois, parce que nous étions trois à être poursuivis, dont Hervé Rissen. Nous sommes tous condamnés à 150 jours amende à 10 euros. C'est-à-dire que soit vous payez les 1500 balles, soit si vous n'avez pas payé les 150 jours vos 1500 balles, eh bien vous avez 150 jours de prison non aménageables que vous êtes obligé de faire, quoi. Voilà, sans aménagement de peine. Donc ça pose quand même question. On a 10 jours pour faire appel, parce que j'ai toujours dit que je ne paierai pas les amendes. Je ne comprends pas pourquoi je paierais les amendes. Je ne vais pas engager de l'argent militant pour payer des amendes. Alors la société de production qui avait porté plainte, la société de production de Barthès, qui avait porté plainte, s'est retiré de l'affaire parce que la caméra a été intégralement payée par un des protagonistes. Mais quand on sait que c'est une des sociétés de production les plus riches du PAF, avec celle d'Hanouna par exemple, ils n'avaient vraiment pas besoin qu'on leur paye une caméra ou un micro. Je pense qu'ils ont plutôt fait ça parce que chaque rencontre, ils y ont droit. Ils ont droit au tarif. Ils ont droit au tarif parce que une de mes militantes avait perdu son travail suite à un reportage précédent du quotidien. Donc ça ne changera pas, hein. S'ils viennent faire de la provocation, peut-être qu'on agira autrement, mais ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Voilà. Donc on a 10 jours pour faire appel, à voir. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est 150 jours de prison ou c'est la peine. Voilà le dilemme. Sachant que ça engage quand même, si je fais appel, ça engage le sort de ceux qui étaient jugés avec moi. Puisqu'en général, le parquet, si un des condamnés fait appel, en général, par habitude, le parquet fait appel pour les trois. Donc il faut que ça discute avec nos deux camarades, savoir si eux veulent faire appel ou pas. D'accord. Et donc le prochain rendez-vous judiciaire, c'est le 14 décembre 2022. Normalement, c'est à 13h30. Mais je pense que ça sera reporté. Je me tourne là encore vers mon avocat, mais je pense que le 14, il y a des chances que ça soit reporté. Voilà. Mais ce qu'il faut dire en général, je ne sais pas si vous vouliez me poser la question, mais c'est qu'il y a une répression terrible dans toute l'Europe. Là, on rentre d'un voyage en Espagne, en Roumanie. Et on sent bien que la répression contre les nationalismes qui montent, eh bien, sont concertés à une échelle européenne. D'ailleurs, en Espagne, il y a eu la loi de mémoire historique qui a permis de mettre à bas la plupart des monuments issus de la période du général Franco, le changement du nom de rue, l'exhumation du Gaudillo de la vallée de Los Caídos, puisqu'il a été extrait, le cercueil a été extrait de la vallée de Los Caídos, la basilique de Sainte-Croix, pour être enterré dans un caveau familial. Et de cette loi de mémoire historique, ils ont évolué vers la loi de mémoire démocratique, où sur un terrain purement historique, ils passent à un terrain politique, ce qui va permettre d'exhumer la dépouille de José Antonio, c'est quasi décidé avec la complicité de la famille, et puis de s'en prendre à certains mouvements qui sont les héritiers de la guerre civile, notamment nos camarades de la Phalange. Donc il y a une très très grosse répression en Espagne, où les chefs de la Phalange
sont sous le coup de condamnations judiciaires importantes. Et puis en Roumanie, même chose, il y a la fondation Elie Wiesel qui s'en prend à toute forme de résurgence du nationalisme en Roumanie à travers la garde de fer, les héritiers du héros Codreanu. Ils ont tenté d'interdire la cérémonie que nous avons tenue à Tancabesti pour rendre hommage au capitaine. Vous voyez, donc, et ça, c'est que deux exemples très récents, parce que vous avez nos camarades en Italie qui ont été incarcérés suite à des contestations du pass sanitaire, hein, notamment Fiore qui a fait de nombreux mois de préventive. En fait, ce qui se passe, c'est que avec le grand reset et le plan B que l'oligarchie et le mondialisme tentent d'imposer en accélérant la politique de gouvernance mondiale, il y a une résistance de plus en plus forte des peuples en Europe et même sur la planète. Et donc la réaction du système en place, il est de deux ordres. Le premier, c'est de susciter des fausses oppositions ou des oppositions contrôlées. Notamment chez nous, l'opposition électorale, c'est la Le Pen ou c'est Zemmour. L'opposition dans la rue, c'est les patriotes de Philippot. Si nous manifestions chaque samedi dans les rues de Paris, il y a longtemps qu'on aurait été interdit, comme l'œuvre française a été interdite. Et puis, sur le front du travail, vous avez la fausse opposition des syndicats qui, en fait, ne défendent pas les intérêts du travailleur, mais en croque du système et ne font que gérer des intérêts. Et la deuxième chose, c'est donc mettre en avant des fausses oppositions et de l'autre, d'abattre une répression terrible contre ceux qui sont une alternative réellement au système, notamment les nationalistes. Voilà, donc c'est ce qui se passe aujourd'hui et qui fait qu'on est obligé de tenir compte de cette situation, de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir une action en conséquence, tant vis-à-vis de la répression que vis-à-vis des fausses oppositions. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot sur l'arrestation de Vincent Renoir? Ah oui, c'est une honte absolue. Quand je vois qu'en Angleterre, il n'y a pas de loi qui permette de combattre le révisionnisme et que c'est à la demande expresse des Français et de la communauté juive, avec le relais de la communauté juive anglaise, et que c'est l'office de lutte contre les crimes contre l'humanité et contre la haine, quand on connaît Renoir qui est celui qui par sa personnalité, a le moins justement de colère, de haine, et ne fait que exposer ce qui, selon lui, est la vérité, c'est une honte absolue ce qui se passe. C'est une honte absolue qu'il faut dénoncer, il faut se mobiliser pour parler de Vincent Renoir, pour le soutenir en prison, et parce que c'est un cas exemplaire, c'est évident. Aujourd'hui, on a soit des dissidents, des opposants politiques qui sont en exil. Je pense à Boris Lelay au Japon, je pense à Soral en Suisse. C'était le cas de Renoir en Angleterre, qui est un pays qui n'a pas passé d'accord avec la France quant à l'extradition. Et vous voyez que tout cela ne tient plus devant l'impudence de certains représentants d'une certaine communauté. Donc, et d'un autre côté, une répression terrible à l'intérieur de nos frontières pour ceux qui sont restés en France. J'en fais partie. Donc là aussi, il faut en tenir compte et surtout ne pas rester silencieux, dénoncer cela, se mobiliser, se regrouper et ne pas se dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses parce qu'on est chez nous et on doit devenir maître chez nous, changer cette politique. Merci Monsieur Benedetti. Je vous en prie. Et donc, pour vous soutenir, le 14 décembre 2022 à 13h30. À 13h30, au tribunal judiciaire de Paris. Mercredi, si c'est pas reporté, il faut quand même on donnera l'information. Hein. Voilà. Ou sinon, pour le soutien, il y a beaucoup qui me contactent en me demandant comment me soutenir. C'est l'association du clan qui organise justement la mobilisation et autres
en ce qui concerne mon soutien. Voilà, et je les en remercie, bien évidemment. Merci. Maître Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat aujourd'hui pour le procès d'Yvan Benedetti contre Quotidien. Est-ce que vous pourriez nous indiquer en quelques mots en quoi a consisté votre plaidoirie? Alors, notre ami Yvan Benedetti a évidemment parfaitement revendiqué et assumé les faits pour lesquels il était aujourd'hui poursuivi, à savoir une simple altercation avec des journalistes qui étaient en train de réaliser ce qu'on pourrait qualifier de mauvais coups. Nous avions en gros une manifestation contre la PMA et la GPA, et ces journalistes profitaient d'un coup monté sans doute, encore qu'il n'y ait aucune certitude là-dessus, bien qu'ils soient coutumiers du fait, pour saisir un petit instant de la manifestation afin de donner une image déplorable des manifestants. M. Benedetti a parfaitement réalisé ce qui est en train de se passer, a voulu s'opposer à ce que ces journalistes puissent réaliser les quelques minutes de reportage à charge qu'ils étaient en train d'organiser. Une courte altercation a suivi, au cours de laquelle du matériel de prise de son et de prise de vue a été détérioré. Voilà ce pourquoi je plaidais aujourd'hui. Et sur les résultats de la... Alors, M. Benedetti était poursuivi simplement pour les dégradations de matériel. Il a été condamné à une peine importante de jours amende, 150 jours amende à 10 €, qui peuvent donc se transformer assez facilement à 150 jours de prison ferme. Compte tenu des implications du dossier, nous ignorons les suites que nous donnerons à cette condamnation, qui paraît totalement disproportionnée, compte tenu notamment du comportement habituel de cette équipe de presse. Est-ce que les condamnations peuvent être cumulées avec l'affaire qui a été jugée la semaine dernière? Alors non, puisque ce sont des condamnations de nature totalement différentes. La semaine dernière, c'est une condamnation de presse. Il a été requis 3 mois de prison ferme. Le délibéré interviendra au cours du mois de janvier. Donc il est impossible en l'état de confondre 10 jours amende et une peine de prison ferme, sachant que les jours amende se transformeront au besoin en une autre peine de prison ferme, insusceptible de confusion. Merci, maître. Merci.